Bonjour à tous et merci d'être là. Alors je vais vous emmener faire un petit voyage au cœur des nouvelles technologies qui servent la protection de l'environnement. Quelques exemples à partager avec vous. Alors, pour cela, on va s'intéresser à l'algorithmie. Cette science à la frontière entre mathématiques et informatique est un des moyens pour y arriver. Évidemment, quand on s'intéresse à la maîtrise des impacts en matière énergétique ou émissions de carbone, on pense très rapidement à l'optimisation et à la fluidification des trafics de tout genre et de toute nature. Et cette algorithmie, c'est un des moyens pour y parvenir. Un algorithme, c'est une méthode générale pour réduire pour solutionner un problème donné. Et parmi les problèmes posés, il y a cette optimisation. Alors, on connaît tous la définition du verbe optimiser, hein, c'est trouver la meilleure et la plus efficace des solutions appliquées aux problèmes. Alors, on va regarder quelques problèmes ensemble. Quand on s'intéresse au domaine des trajectoires des avions ou des bateaux, très rapidement, on imagine la contribution que peuvent avoir tous ces systèmes de gestion et d'optimisation des trafics pendant les phases de décollage, de stabilisation et d'arrivée. J'avais parlé d'atterrissage pour les avions évidemment, et pour les bateaux, ça marche beaucoup moins bien. Donc d'arrivée, et là, cette optimisation par les systèmes d'aide à la décision vont vraiment permettre d'optimisation des recours et des besoins en énergie, parce que pendant, par exemple, les phases de décollage et d'atterrissage pour les avions, ces systèmes embarqués nous permettent de gagner jusqu'à 35% d'énergie pendant ces phases spécifiques. Quand on applique ça sur la circulation ou la planification des atterrissages au niveau des aéroports entre les gros porteurs et les petits porteurs, donc les gros avions et les petits avions, on va pouvoir là aussi diminuer les temps d'attente et de rotation entre les avions. Vous savez qu'il y a des temps minimums en matière de sécurité pour les avions pour s'enchaîner sur les phases d'atterrissage. Quand on alterne les gros porteurs et les petits porteurs, on permet de bénéficier très positivement des turbulences que sont les vortex, et ainsi optimiser les échanges dans les flux aéroliques sur ces phases d'atterrissage. Quand on applique cela à la gestion des trafics des avions dans les aéroports sur les tarmacs, ces fameux taxiways, là aussi, vous imaginez très facilement en tant qu'individu, vous avez tous, j'imagine, voyagé, pris l'avion un jour, vous avez tous en tête le temps qu'on peut passer à attendre dans un avion, soit avant le décollage, soit une fois arrivé, souvent les moteurs allumés, avant soit d'être parti ou d'être arrivé à la porte de débarquement. Ben là encore, les outils d'aide à l'optimisation des trafics vont nous permettre d'être extrêmement significatifs en termes de gains énergétiques et donc d'émissions de CO2 associées. On peut rapidement parler, même si ça n'est pas de l'aéronautique, de l'application au domaine de la mer. Donc dans le cadre des cargos, des navires, quand on imagine les distances parcourues, les nombres d'échanges qu'il peut y avoir tous les ans dans cette thématique-là, l'optimisation de la possibilité d'utiliser les courants marins ou les vents de façon efficiente est là extrêmement significatif. La première application va être évidemment d'éviter les catastrophes. C'est de la sécurité avant tout, éviter l'accident, éviter la catastrophe environnementale ou le bateau qui va couler ou le sauvetage impossible à réaliser. Mais derrière ça, la seconde application, ça va être de pouvoir optimiser la durée des trajets et des routes marines utilisées. Et là, on estime que les gains énergétiques associés peuvent aller jusqu'à 5%, très facilement. Apporté au trafic mondial, c'est plus que significatif. Quand on pense à quelque chose qui est plus proche de nous au quotidien, hein, les transports publics, les trains, les métros, les tramways, c'est aussi extrêmement important puisque l'algorithmie appliquée à la fluidification du trafic ferroviaire, ça va être la possibilité de lisser les besoins en énergie
d'optimiser les séquences d'enchaînement des trains, de récupérer l'énergie dissipée pendant les phases de freinage, et là aussi d'optimiser les consommations en énergie. Et on a clairement démontré qu'on pouvait gagner entre 10 et 15% en matière d'énergie et donc d'émissions de CO2 associées. Et puis, il serait impossible en région parisienne de ne pas parler du trafic de la circulation voiture, qui n'a pas rêvé d'un système de gestion des feux tricolores intelligents qui permettent en temps réel d'optimiser la circulation pour laisser circuler les axes chargés pendant que les axes non chargés seraient à l'arrêt et réduire les temps d'attente dans les véhicules et donc évidemment les consommations inutiles. Tout cela est vraiment fait partie de notre quotidien et du monde réel en matière de développement et d'application. Alors, si on s'intéresse à d'autres façons de contribuer à l'optimisation énergétique et aux gains en matière d'émissions de CO2, on va s'intéresser aux effets induits par exemple, tout ce qui va s'agir ou agir au niveau des équipements embarqués. Tous ces équipements qui sont nécessaires à bord d'un avion. Ces équipements embarqués, on peut travailler sur leur forme, l'aérolique, on peut travailler sur leur masse, la réduction de leur poids, et on peut travailler sur la nature des matériaux utilisés pour réduire la dépendance aux matériaux critiques. Si on s'intéresse aux équipements de communication dans un avion, conventionnellement, on utilise des câbles de cuivre. Alors les câbles de cuivre, vous imaginez quand vous devez connecter tous les équipements, tous les écrans de tous les sièges, aux centrales vidéo, aux centrales de commande, des chemins de câbles en cuivre, en termes de poids, c'est plus que significatif. Quand on passe du câble en cuivre à la fibre optique, là on ouvre un monde de potentiel extrêmement intéressant, puisque pour un poids plume, on va transformer et transporter beaucoup plus d'informations pour les mêmes types d'applications. Et se libérer d'un poids extrêmement significatif en matière de câbles métalliques et particulièrement cuivre. Si on réfléchit à la forme des équipements que l'on peut innover, on va s'intéresser par exemple à la forme d'antenne plate. Thales, de par des procédés innovants, a pu développer des antennes plates grâce à l'impression 3D. Et ça nous offre des opportunités, des potentiels d'utilisation de matériaux et de techniques qui n'étaient jamais envisagés avant. Cette antenne plate, elle fait partie du monde d'aujourd'hui, réel, hein, c'est pas pour demain. Elle a pu être réalisée grâce à l'application du principe de la lentille de Fresnel. Alors, je suis sûre que vous avez tous en tête vos cours de physique du lycée. C'était hier, pour moi en tout cas. La lentille de Fresnel, ce n'est pas une révolution technologique, ça date de 1826. Par contre, ça a été appliqué au domaine des hyperfréquences. Et là, on arrive à faire des choses extrêmement intéressantes et à pouvoir, grâce à des nouvelles technologies, avoir accès à des nouvelles formes et des nouveaux matériaux. Alors, en matière de matériaux, c'est extrêmement important aussi de pouvoir combiner la topologie des solutions qu'on envisage avec cette impression 3D et cette impression 3D, excusez-moi, de façon à pouvoir combiner les densités dont on a besoin à la forme des pièces en fonction de leur positionnement dans les équipements. Et on va pouvoir avoir comme ça des pièces qui vont avoir des formes et des densités très variables et des conceptions en matière de matériaux qui n'ont jamais été envisagées ou égalées jusqu'à maintenant. Ces possibilités commencent à être extrêmement impressionnantes. Et on va ainsi aussi évidemment réduire les besoins en matières premières. Alors, appliqué au domaine des contrôleurs critiques dans les avions, ces systèmes qui sont aujourd'hui installés en nombre significatif en parallèle et qui permettent de contrôler tous les systèmes auxiliaires spécifiques peuvent être remplacés aujourd'hui par un seul et unique boîtier. Alors quand on réussit à réaliser ça, on permet et on peut vraiment réduire la masse et le volume de 60%.
Et quand on réduit la masse et le volume de 60%, on réduit les émissions de CO2 associées dans la même proportion. Et en matière de matières premières, matériaux critiques pour les fabriquer, c'est une réduction de plus de 60% à la ressource, en termes de ressources. Et là, on voit tout de suite dans la chaîne de valeur les gains significatifs que cela peut représenter. Alors, quand on parle de matières premières et de ressources, ça, c'est la présentation visuelle de ce que j'expliquais juste avant en matière d'impression 3D et de variation en matière de densité ou de matériaux en fonction de la forme physique de la pièce et la capacité à faire des pièces extrêmement innovantes en forme, en composition et en poids. En matière d'utilisation de substances sensibles ou critiques, il est extrêmement important de mettre en avant le fait que ces nouvelles technologies nous permettent d'évoluer aussi en termes de génération. Et là aussi, de réduire l'impact en matière de santé et d'environnement de tout ce qu'on utilise dans nos procédés de fabrication ou dans les équipements qui sont en service. Il est important, par exemple, de considérer que dans le domaine de l'électronique, on utilise beaucoup de substances chimiques, des matériaux de toute nature. Au fil du temps, il est nécessaire de les remplacer, soit parce qu'ils sont obsolètes, soit parce que les connaissances scientifiques nous démontrent qu'il faudrait mieux en utiliser des beaucoup plus sécurisées ou moins impactantes. Si on prend l'exemple du plomb, par exemple, nos centres de recherche ont été capables de développer des matériaux complètement innovants qui nous permettent de ne plus utiliser de plomb dans un grand nombre d'applications. On va aussi s'intéresser à tout ce qui est technologie de gestion des énergies en matière d'alimentation des équipements dans le domaine de l'électronique. Vous avez tous en tête la nécessité qui s'impose pour pouvoir utiliser les équipements électroniques en matière de charge et d'alimentation électrique. Aujourd'hui, on a tous le petit boîtier de l'ordinateur ou le système de chargement du téléphone portable qui, quand on le laisse trop longtemps branché ou dans un univers un peu trop confiné, chauffe, surchauffe, et donc il y a des pertes énergétiques importantes. Là aussi, notre centre de recherche s'intéresse particulièrement à des solutions innovantes et alternatives de façon à optimiser ces échanges énergétiques et limiter ces pertes de chaleur. On va imaginer, par exemple, pouvoir charger son téléphone portable en moins de 7 secondes. On va imaginer de pouvoir avoir des équipements de charge qui soient fabriqués à base de composants qui ne comportent plus de substances dangereuses ou qui n'aient plus de limite dans la durée de vie. Petite révolution dans notre monde d'aujourd'hui. Imaginez aussi que ces équipements ne soient fabriqués qu'à partir de matériaux biocompatibles. Ça, c'est ce qu'on est en train de toucher du doigt pour demain ou pour après-demain. On est vraiment à l'aube d'une petite révolution qui sera impactante pour notre vie de tous les jours, mais on n'est pas dans le domaine du rêve, on est vraiment dans le domaine de la réalité. Vous connaissez tous au niveau des voitures les applications stop and go, la voiture qui s'arrête et qui démarre toute seule. C'est exactement la même approche. On va, dans le domaine de ces hautes technologies, travailler sur le graphène, qui est composé de carbone, et beaucoup d'études lui sont consacrées au niveau international. Et dans notre centre de recherche à Palaiseau en particulier, on travaille beaucoup dessus de façon à pouvoir trouver ces technologies-là plutôt pour demain ou après-demain. Alors, je vais vous emmener maintenant dans le monde des nanoneurones artificiels. Le monde des algorithmes est aussi appelé réseau de neurones. Vous avez tous, évidemment, en tête, connaissance des applications extrêmement pertinentes que les algorithmes peuvent réaliser. Des reconnaissances d'images, des traductions simultanées, des applications d'intelligence particulières. Dans le domaine dans le domaine des applications d'aujourd'hui, sur les ordinateurs conventionnels qui sont utilisés, on a de très forts besoins en matière d'énergie. Ce sont des applications qui sont très énergivores. L'idée, c'est de s'inspirer du fonctionnement du cerveau de l'homme et de pouvoir demain avoir une nouvelle génération d'ordinateurs qui soient peu énergivores, qui ne consomment pas plus qu'une lampe d'éclairage. Alors pour ça, on va s'intéresser aux matériaux de taille
des matériaux magnétiques de taille nanométrique que l'on appelle les neurones artificiels. Et essayer de les faire communiquer entre eux sur le même principe que les communications qui peuvent avoir lieu au niveau électrique dans le cerveau humain. Et on n'est plus dans le domaine de la science-fiction, parce qu'on a une équipe, là aussi, de notre centre de recherche qui a déjà réussi à faire 2 preuves de concept qui ont démontré qu'on pouvait, avec ce type d'application et de nouvelles technologies de très haut niveau, soit reconnaître des chiffres parlés, ou soit apprendre des voyelles. Et ça marche. Et là, les enjeux sont extrêmement significatifs, parce que les ratios dont on parle, c'est un facteur 10 à 100, soit en matière de gain en consommation d'énergie, soit en matière de rapidité d'exécution. On change de paradigme, on change de monde. Et là, c'est tout à fait passionnant. Alors, dernier sujet que je voulais partager avec vous. Vous êtes tous évidemment au courant de la nécessité de pouvoir observer, de pouvoir mesurer et de pouvoir comprendre les phénomènes qui se passent sur notre planète de façon à pouvoir en modéliser les impacts sur le climat. Thales fait partie d'un grand nombre de missions en association avec l'European Space Agency sur ces thématiques-là. À titre d'exemple, je voulais citer la mission du satellite SWOT qui est double, tant en matière océanographique qu'hydrologique, puisqu'elle va permettre d'acquérir, avec un niveau de résolution jamais égalé jusqu'à maintenant par les générations précédentes de satellites, des informations extrêmement importantes sur les océans, sur les niveaux des vagues, et permettre ensuite ainsi de mieux comprendre les phénomènes des échanges costauds sur la vie marine, sur les écosystèmes, sur la qualité de l'eau, ou encore sur les échanges énergétiques, et ainsi beaucoup mieux coupler les échanges océan-atmosphère. Et puis, dans la deuxième partie de la mission, qui, elle, se consacre à l'hydrologie, on va pouvoir acquérir, là aussi, un nombre extrêmement important d'informations de qualité très significative, de façon à pouvoir bien comprendre où sont positionnées les réserves en matière d'eau de surface, donc les réservoirs d'eau que sont les zones humides, que sont les lacs, que sont les réservoirs naturels, mais aussi les débits des fleuves, de façon ensuite à pouvoir utiliser ces informations pour permettre à l'homme d'accompagner ses activités et leur impact sur l'environnement. Voilà, c'est un petit florilège d'exemples que je voulais partager avec vous. J'espère vous avoir soulevé un petit coin du voile de toutes les possibilités que ces nouvelles technologies offrent et contribuent à protéger notre environnement. Un grand merci.